Ah Joseph, si notre père nous voyait. Napoléon, accompagné de son frère Joseph, se rend à Notre-Dame pour la cérémonie du couronnement. Lui, le petit Naboulio, enfant d'Ajaccio, fils de Laetitia Ramolino et de Charles Bonaparte, sera bientôt empereur des Français. Ajaccio. Nous sommes en 1770. L'ancienne cité génoise ne compte encore que 4700 habitants. La Corse se remet à peine de longues années de guerre et de luttes fratricides. La France de Louis XV vient de remporter la dernière bataille. L'île est définitivement française. Soucieux d'instaurer l'autorité du roi et d'apaiser les esprits, le comte Marbeuf, gouverneur de la Corse, s'efforce d'instaurer de bonnes relations avec toutes les grandes familles du pays. Les Bonaparte, comme beaucoup de leurs compatriotes, ont combattu les Français auprès de Pascal Paoli. Mais la France a besoin de ses femmes et de ses hommes en Corse pour servir le pays. Il faut assurer le développement des structures qui font cruellement défaut dans l'île. La rencontre de Charles Bonaparte et du comte Marbeuf représente tout à la fois la fin de la longue histoire des révoltes de Corse et le début d'une grande histoire, celle de la France. Tout a commencé au XVe siècle. Les Bonaparte, aussi loin qu'on puisse retracer leur parcours, viennent de Florence. Et puis ils quittent la ville, c'est la période de la lutte entre les Guelfes et les Gibelins, et donc ils sont obligés de partir, de s'exiler, et ils partent à ce moment-là pour Sarzane. Le premier, c'est Francesco le Basané, le Maure, comme on l'appelle, Francesco le Maure, qui arrive donc en 1514 dans un groupe de soldats qui vient un petit peu de la marge de la Ligurie, c'est-à-dire la Lunigiane, cette zone qui est entre la Ligurie et la Toscane. Il s'installe à Ajaccio comme arbalétrier à cheval. Les Bonaparte, à Ajaccio, font partie des colons génois qui occupent des postes importants. Geronimo, le fils de Gabriele, est notaire et siège parmi les 6 membres du Conseil des Anciens. On retrouve sa signature sur de nombreux documents publics portant sur l'administration de la cité, notamment la permission donnée aux Corses de participer au Conseil. Mais le même Conseil leur refuse le droit de posséder un bien dans la cité. Ce 27 mars 1746, Giuseppe Maria Bonaparte a un fils qu'il nomme Carlo Maria, Charles-Marie. À la naissance de Charles Bonaparte, la famille Bonaparte est une famille notable d'Ajaccio, qu'il faut donc replacer dans le contexte corse et dans le contexte ajaccien. Alors, dans le contexte corse, à peu près 120 000 habitants, Ajaccio, 4 000 habitants. La capitale, c'est Bastia, la capitale administrative et politique de l'île est Bastia. Et donc Ajaccio est une ville lointaine, loin de la capitale, puisqu'il n'y a même pas encore de route, à l'époque, de route carrossable, en tout cas, entre Bastia et Ajaccio. Et donc c'est une cité qui vit de la pêche, du corail et des ressources de l'arrière-pays. Des vignes, des arbres fruitiers, de l'élevage. 4000 habitants, dont la totalité donc, sont d'origine, des familles d'origine génoise. Les Corses n'étant autorisés à rentrer dans la ville que les jours de marché. Donc on peut dire que cette famille Bonaparte est une des familles, disons, importantes d'Ajaccio, mais dans une cité qui est très petite. Au milieu du XVIIIe siècle, l'Europe est agitée. Les Anglais occupent Gibraltar et l'île de Minorque. Ils bénéficient de l'appui du royaume de Sardaigne. Pour Louis XV, la France ne peut laisser l'Angleterre régner sur la Méditerranée et la Corse représente la possibilité d'une base maritime stratégique.
La Corse au XVIIIe siècle n'est plus du tout la Corse des siècles passés qui était au milieu d'une Méditerranée religieuse. Les croisades, François Ier, les barbaresques, Charles Quint. Au XVIIIe siècle, on a deux grandes puissances qui combattent et qui veulent absolument avoir la première place et qui se talonnent d'ailleurs en 1789. C'est la France et l'Angleterre. Et la France, d'un autre côté, est aussi une grande puissance navale qui veut des bois, des mâts, forêt de Vite-Savone, forêt d'Ayton, pour nourrir ses arsenaux, Marseille et surtout Toulon. Donc la Corse est un véritable enjeu géostratégique et une réserve de bois pour toutes ces marines qui vont rester des marines de bois jusqu'à 1830 à peu près. Et donc, elle intéresse parce qu'elle a des vivres, parce qu'elle a du gibier et parce que c'est donc une escale, et une escale maritime, c'est capital pour nourrir ces gros équipages. L'Europe regarde la Corse, l'Écosse regarde la Corse, l'Angleterre, la France, à peu près toutes les grandes puissances du XVIIIe siècle. La Corse de l'intérieur est difficile d'accès. Elle est administrée par des familles de seigneurs, des clans souvent unis contre l'envahisseur, mais des clans désorientés et ballottés par d'incessantes luttes féodales stériles. Les seigneurs de la Chinarca, de la Casinca, de la Castinicia, de l'Altarocca ou du Boziu perdent peu à peu leur puissance et leur légitimité. Mais en ce début du XVIIIe siècle, Gênes la superbe est déclinante et les Corses se décident à reprendre la lutte contre les lourdes taxes et les injustices génoises. À partir de 1729, la Corse a atteint un degré de maturité politique important. Alors se greffe là-dessus un contexte fiscal, comme toujours. Personne n'aime payer particulièrement des impôts, donc il y a une contestation fiscale. Et la Corse a donné des élites considérables dans toute l'Europe à partir du XVIe, beaucoup au XVIIe et beaucoup au XVIIIe siècle. Les prêtres corses jouent un rôle considérable. Il y a un nombre considérable de curés de campagne du fin fond de nos villages qui sont docteurs en théologie des plus grandes universités de Salamanque, de Bologne, de Padoue. Et par conséquent, la Corse est à un degré de maturité tel qu'elle supporte mal la suzeraineté d'une république qui surtout est une république déchue. De nombreuses insurrections menées par les montagnards, bientôt rejoints par les notables des villes côtières, vont consolider l'unité du peuple corse et renforcer ce sentiment d'appartenir à une véritable nation. Le 27 décembre 1729, une insurrection éclate en réaction à une nouvelle levée d'impôts génoise. Cette révolte aboutira à la déclaration d'indépendance de la Corse et à la promulgation de la première constitution du pays en 1735. Hyacinthe Paoli est l'un des chefs historiques de cette rébellion. C'est une révolte qui a lieu dans la Corse du Nord, d'au-delà des monts. C'est une révolte qui est d'origine paysanne, rurale, et donc située loin d'Ajaccio. Les Bonaparte n'ont pas de participation active à cette révolte de 1729, et même bien au contraire, le père de Charles Bonaparte, donc Joseph Bonaparte, fait partie des gens qui sont autour du marquis de Cursay, qui viendra occuper l'île pour le compte des Génois, pour la défendre donc des indépendantistes. La position des Bonaparte au début des révolutions de Corse, ils sont contre les mouvements en cours. La plupart du temps, paysannes, comme on dit, les gens de l'intérieur, viennent assiéger les villes, ils en détruisent les jardins, ils font beaucoup de dégâts, et donc c'est une perte sèche pour ces familles. Dans un premier temps, la révolte sera matée par les troupes françaises en 1740, mais les troubles reprendront pour les mêmes raisons en 1752. Les oncles de Charles Bonaparte, Lucien le prêtre et Napoléone, qui commandent la garnison d'Ajaccio, se rangent alors aux côtés des Paoli contre Gênes. Comme toujours, ils choisiront le bon côté, la Buonaparte, pour servir les intérêts de la famille.
Charles Bonaparte a 7 ans lorsque ce mois de mars 1755, Clément Paoli, le frère aîné de Pascal, sera le porteur du message tant espéré par les partisans. La junte secrète de la Révolution de Corse s'apprête à convoquer une consulte du peuple pour élire le chef légitime capable de conduire la patrie vers l'indépendance. Un seul nom a été cité, Pascal Paoli. Le 29 avril 1755, Pascal Paoli débarque sur l'île. Le 13 juillet, il est proclamé général de la nation corse et père de la patrie. En cette année 1755, la Corse est encore appelée le Royaume de Corse, à la tête duquel les insurgés ont élu Pascal, fils de Hyacinthe et frère de Clément. Pascal Paoli est un brillant officier du Royaume des Deux Siciles, admirateur inconditionnel des philosophes du siècle des Lumières, diplômé de l'Académie militaire royale. Avec lui va se tourner l'une des pages essentielles de l'histoire de la Corse. C'est un personnage hors du commun, très instruit. Il parle couramment l'anglais, l'italien et le français. Il pratique couramment le latin et le grec depuis l'enfance. Il aime la chose politique. Il maîtrise le maniement des armes et l'art du commandement. Pascal Paoli arrive dans des conditions difficiles. Il faut voir que les gros lieux de population, Bastia, Ajaccio, voire Calvi, Bonifacio, sont des présides. Ce sont des présides génois. Et donc Paoli est le maître de l'intérieur, les montagnardes, comme on disait. Et donc ça n'est pas facile pour des troupes, à l'époque, quand on pense qu'il n'y a pas les routes que nous connaissons aujourd'hui, de partir d'Aléria ou de partir de Bastia et de monter jusqu'à la citadelle de Corté. Alors, Pascal Paoli est quelqu'un qui va montrer au cours des 10 premières années, c'est-à-dire entre 55 et 65, je dis au moins de 55 à 63, véritablement sa capacité à conquérir la Corse. Il faut se rendre compte quand même que les guerres de Corse, les révolutions de Corse comme on les appelle, c'est quelque chose qui va durer 40 ans. Donc 40 années, c'est beaucoup trop pour des gens qui sont assiégés quasi continuellement, qui ont du mal à se nourrir, qui ont du mal à faire rentrer l'argent comme s'ils pouvaient rentrer auparavant, qui sont ruinés en grande partie au niveau du commerce. C'est très très compliqué. Or, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un Pascal Paoli qui est à côté, qui est en train de construire un État. Ça, c'est la grande nouveauté. Ça, c'est la très grande nouveauté, et elle va marquer profondément et Charles et Napoléon. 1763, Charles Bonaparte célèbre ses 17 ans, et comme tous les enfants de la bourgeoisie ajaccienne, il devra partir poursuivre ses études à Rome. Charles est orphelin, il sera donc l'unique héritier de la famille, puisque son frère est décédé, et que sa sœur, selon les usages en Corse, n'a pas droit à l'héritage familial. Charles est alors pris en charge par ses deux oncles, Lucien et Napoleone, qui décident de lui trouver une épouse. Parmi les familles d'Ajaccio, les oncles porteront leur choix sur la jeune Laetitia Ramolino, issue, comme les Bonaparte, d'une famille de colons génois devenus notables. Laetitia n'a que 14 ans, Charles vient d'avoir 18 ans. Le mariage aurait été célébré le 3 juin 1764, suite à un contrat de mariage conservé aux Archives nationales et daté du 31 mai. Les noces auraient dû être célébrées et assorties d'une grande fête familiale, mais le mariage religieux n'a peut-être jamais eu lieu. Le mariage d'amour, au XVIIIe siècle, en Corse, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas. Ce sont les familles qui réalisent les mariages partout. Ce sont les familles, et c'est d'une certaine façon d'ailleurs, le passage chez le prêtre n'est pas l'élément fondamental. L'élément fondateur, c'est le passage devant chez le notaire entre les deux familles où les choses se décident. On décide de la dot de la jeune fille qu'on marie, qui souvent d'ailleurs est très jeune, et qu'on marie donc à un garçon déjà plus âgé. À Ajaccio, il y a une spécificité qui était très ancienne en Corse et qui s'est maintenue longtemps à Ajaccio, c'était le mariage in case. La nuit, un prêtre, Don Luciane, fait ce qu'il veut et impose le mariage. Et donc ce mariage est valide, il est consommé. Ce n'est qu'en 1772 que Charles,
ajoute de sa main sur les registres officiels l'acte de mariage daté du 1er juin 1764. Cet ajout discret, qui fait mention de l'existence d'un mariage religieux, est très important pour Charles. Le mariage devant le notaire est certain, puisqu'on dispose des actes qui sont aux archives de la Corse. Le mariage à l'église est plus incertain, puisqu'en réalité, quand on consulte les archives de l'époque, on s'aperçoit que pendant la période mars, avril, mai 1764, il n'y a pas de mariage. Mais par contre, on voit porter à la main donc le mariage de Charles et de Laetitia. Donc on peut raisonnablement penser que c'est quelque chose qui a été rajouté, et donc postérieurement, il rajoutera la mention de son mariage, donc en mai 64. C'est après la conclusion de ce mariage que Charles part à l'automne vers Rome. Pour la première fois loin de son île natale, il n'est pas dépaysé. La langue est la même et beaucoup de compatriotes suivent leurs études à Rome. Tous les Corses du XVIIIe siècle apprécient l'Italie et s'y sentent un peu chez eux. L'oncle Lucien a payé le voyage. En 1764, le général Paoli a bien prévu d'ouvrir l'université de Corte, mais celle-ci n'est pas encore opérationnelle. Il se retrouve dans la situation d'aller faire des études à l'extérieur, parce que sa jeune promise est très jeune, et donc à partir de ce moment-là, il voit l'opportunité d'aller faire un tour sur le continent, comme on a connu beaucoup d'étudiants corses à un moment donné qui pouvaient faire un petit peu de bamboula sur le continent. Charles ne racontera pas l'épisode de ses études dans ses mémoires. Ces études ne semblent pas l'avoir profondément marqué. D'ailleurs, on ne retrouve pas son nom sur les registres de l'université. En fait, Charles se distrait. Libertin et dépensier, il joue au grand seigneur. Il aime les femmes. C'est une lettre de l'abbé Celli, un jésuite vivant à Rome, qui décrira à Giuseppe Pietrasanta, le grand-père de Laetitia, les frasques de Charles. Vêtu de soie, il parcourt la ville en carrosse, jouissant de repas somptueux, de magnifiques réunions, de superbes soupers, convaincu que le soleil de Rome fait fondre des barrettes d'or. Charles Bonaparte est un jeune homme de 18 ans que l'on qualifie de libertin, mais tout jeune homme de 18 ans, en règle générale, est normalement libertin et a quelques petites amies, que ce soit à Rome, que ce soit à Ajaccio. Il suffit de regarder les registres paroissiaux d'Ajaccio pour s'apercevoir qu'il y a à cette époque environ 280 enfants naturels qui naissent à Ajaccio tous les ans et qu'il y en a à peu près 350 à Bastia, et ils ne sont pas tous de Carlo Bonaparte, bien entendu. Charles quittera Rome hâtivement, le voyage est mouvementé et générateur de dépenses supplémentaires. Il emploie un laquais et des serviteurs. Il loge à l'auberge la plus en vue de Florence. Mais toutes ces dépenses semblent avoir un but, celui d'être admis en audience officielle au Palazzo Pitti par le grand-duc Léopold d'Autriche. Charles a toujours besoin d'argent, et après avoir supplié le consul de Sardaigne, il obtient de nouveau une aide financière. Il rentre enfin et décide de rejoindre son oncle napoléonais à Corte. Il rentre par Bastia et naturellement, il passe par Corte, puisqu'il n'y a à l'époque qu'une route carrossable entre Bastia et Corte, et ensuite un chemin donc entre Corte et Ajaccio. Et il décide donc à Corte de poursuivre ses études dans l'université franciscaine qui vient d'être créée par Pascal Paoli. Charles Bonaparte est un homme du XVIIIe siècle. C'est un homme qui a lu les auteurs, enfin en tout cas les auteurs du siècle des Lumières qui avaient écrit à l'époque où il était en état d'en prendre connaissance. C'est un homme de la modernité, et donc il n'est pas étonnant qu'il se soit trouvé en phase avec les idéaux de Pascal Paoli. En Corse, en 1765, les troupes françaises sont présentes pour assurer la protection des Génois. Les autorités françaises assurent l'administration militaire de l'île. Avant de rencontrer Paoli, Charles écrira et cherchera à se placer auprès des autorités françaises.
et notamment le comte Marbeuf. Envoyer des lettres pour demander la protection, pour demander un emploi, etc., c'est une époque où on en fait en pagaille. On va chercher la protection là où on peut effectivement la trouver. Que Charles ait choisi Marbeuf n'est pas une surprise. Il y a les accointances françaises dont je parlais tout à l'heure qui sont présentes. Il joue cette carte-là parce que c'est une des cartes possibles. C'est du billard à 3 bandes. On réfléchit, si vous voulez, on essaye de se placer. On a quitté Ajaccio. Ajaccio, c'était quand même le berceau familial. On est allé s'installer auprès de Paoli. On a pris des risques. Voilà 10 ans que Pascal Paoli a été proclamé général de la nation corse. Dès son retour, le généralissime a immédiatement mis en œuvre son grand projet de constitution. La nouveauté introduite dans ce texte réside dans le renforcement du pouvoir exécutif. Il ouvre des écoles publiques dans tous les villages, crée un journal chargé d'apporter jusque dans les hameaux les plus reculés les nouvelles de la nation en marche. Il s'emploie à ranimer l'économie ruinée par 25 ans de guerre et l'agriculture reçoit la priorité. Le régime communautaire ancestral est restauré et enfin, il fonde l'université de Corte. L'université, c'est l'endroit où Paoli compte fabriquer le personnel politique qui lui manque. C'est la raison pour laquelle, pour moi, Charles, il ne s'installe pas à Corte pour rien. Il s'installe à Corte parce qu'il y a à la fois à Corte le gouvernement de la Corse et ensuite il y a l'université. Et il faut se souvenir que les deux fonctionnent ensemble, que Paoli peut aller à l'université et faire passer les examens. Il participe à la fabrication des examens, etc. Donc on a véritablement là, à mon avis, la possibilité pour quelqu'un comme Charles d'avoir à la fois la possibilité d'être dans le gouvernement ou à proximité du gouvernement et en même temps dans cette espèce de positionnement où on fabrique la Corse du lendemain. C'est la grande idée. Paoli a une formule magnifique qui date de la période de la Révolution française. En 5 ans de gouvernement national avec l'université, nous avons fabriqué plus de monde que les 20 années qui ont suivi, c'est-à-dire le gouvernement monarchique. C'est pas pour rien qu'il est installé à Corte. Charles est dépensier, certes, et il le restera toute sa vie. Mais désormais, ses dépenses sont consacrées à des investissements destinés à assurer l'avenir de ses enfants. Et c'est sur les conseils de Paoli qu'il demande à Laetitia de le rejoindre à Corte. Nous sommes déjà en 1767, et pendant les années d'absence de Charles, Laetitia a vécu dans la maison des Bonaparte à Ajaccio. Elle occupait son temps en achat de robes et de parures, payées avec les finances de l'oncle Lucien. Laetitia est une femme ravissante. À son arrivée à Corte, elle remportera un grand succès. On est loin d'Ajaccio et de la bourgeoisie génoise, mais Charles et Laetitia vivent pleinement ce sentiment exaltant de participer à la construction d'un peuple souverain qui se constitue en nation. À Corte, Laetitia est à son aise et Pascal Paoli aime parfois jouer aux cartes avec le couple. Les Bonaparte sont de toutes les fêtes et réceptions officielles. C'est ici que vient au monde le 7 janvier 1768, Joseph, l'aîné de la famille. Cet État prend des proportions qui amènent la Corse à sortir petit à petit complètement de la suzeraineté de la République de Gênes et il va créer donc une flotte avec un drapeau qui est le drapeau à tête de mort et donc Paoli va mettre en place un port, Île-Rousse, qu'il crée, qui est un poumon commercial et économique parce que Calvi est aux mains des Génois et donc petit à petit Pascal Paoli crée un vrai État et ce vrai État commence en 1955 au moment où l'Europe a autre chose à faire. Un événement important viendra pourtant mettre du sable dans les rouages de cette nation en marche. À Versailles, Choiseul, sous l'autorité de Louis XV,
vient d'accepter la proposition de la République de Gênes. 15 mai 1768, la nation est en danger. Paoli n'a pas réussi à négocier avec le ministre français, le duc de Choiseul. Le traité de Versailles signé entre la France et Gênes met fin à tout espoir de faire reconnaître l'indépendance de la Corse. Gênes cède la souveraineté de l'île à la France pour la dédommager de la présence protectrice des troupes françaises. Et une clause secrète du traité conclut bien à une vente de la Corse. Les Génois n'ont plus les moyens d'occuper la Corse. Au milieu du XVIIIe siècle, et même un petit peu avant, à partir de 1729-1730, l'État qui est suzerain de la Corse, l'État souverain, c'est la République de Gênes. Mais la République de Gênes n'est plus du tout ce qu'elle était, surtout à partir de 1746, lorsque la Banque de Saint-Georges est ruinée, n'est plus du tout le grand État, la République, la sérénissime, resplendissante du temps du Moyen-Âge, du temps de la Méloria dans les années 1284-1300 à peu près. Et donc Gênes est une puissance déclinante, qui n'arrive plus à se maintenir, ni le gouverneur génois à Bastia, ni les 5 évêques génois dans les 5 évêchés de l'île de Corse, n'arrivent plus à faire respecter un ordre qui est l'ordre génois. Et donc Gênes est obligé de demander à Louis XV, au roi de France, je ne dis pas la France, je dis le roi exprès, parce que ça fait comprendre ce qu'est Paoli. Paoli est quelqu'un qui est opposé au roi de France, beaucoup plus qu'à la France en général. Il est opposé à l'idée de monarchie. On le verra d'ailleurs au moment de la Révolution française. Et donc, Gênes demande au roi de France l'envoi de troupes, ce sont les fameuses troupes de Maillebois, par exemple, du marquis de Cursé, qui viennent pour faire respecter l'ordre génois. La République n'a pas le droit de céder la Corse qu'elle ne possède pas. Et quand bien même elle l'eût possédé, elle n'a pas celui de le transmettre à qui que ce soit, sans le consentement de la nation. Contraint de faire la guerre à la première puissance du monde, Paoli adresse à la jeunesse corse un vibrant appel aux armes. S'il suffisait de vouloir la liberté, le monde entier serait libre. Charles Bonaparte, comme tous les Corses, répondra sans réserve à l'appel aux armes. Après le traité de Versailles de 1768, au moment où s'ouvre la guerre donc contre les Français, il est certain aussi que Charles Bonaparte a servi donc dans les armées de Pascal Paoli. On ne connaît pas exactement quelle a été sa position. On peut penser qu'il était plutôt un homme qui faisait la liaison entre Pascal Paoli et les troupes, ou qui était dans l'état-major de Pascal Paoli. Les Corses répondront comme un seul homme. Mais Paoli n'a que les faibles forces de son île natale à opposer à l'armée de Louis XV, la plus puissante d'Europe. Ce 22 mai 1769, Charles Bonaparte appellera les Corses à la résistance. Voici l'instant de vérité. Si nous ne conjurons pas la tempête qui s'annonce, c'en est fini de notre nom et de notre gloire. S'il est écrit que le plus grand monarque de la terre doit affronter le plus petit peuple du monde, nous avons sujet de nous enorgueillir, car nous mourrons glorieusement, comme nous aurons vécu. Une guerre commence. Elle commence mal pour les Français, qui subissent plusieurs revers. Mais bientôt, les patriotes corses aperçoivent les avantages d'une union avec la France. Le 8 mai 1769, les troupes du comte de Vaud ouvrent la route de Corte à Ponte Nuovo. On sent alors que tout est perdu pour la Corse. Pascal Paoli embarque le 13 juin 1769 à Porto Vecchio. Il fait voile vers l'Italie. Son chemin d'exil le conduit à Londres. Charles Bonaparte ne s'est rallié qu'à contre-cœur à la domination française. J'ai été bon patriote et paoliste dans l'âme tant qu'a duré le gouvernement national. Mais ce gouvernement n'est plus. Notre indépendance perdue, nous ne pouvons espérer mieux que de vivre à l'ombre des lys. Nous serons fiers d'appartenir à la première nation du monde. Les Bonaparte rejoignent alors un groupe de réfugiés qui fuient Corte par la vallée de la Restoniccia en direction du Monte Rotondo. Puis, par la vallée du Niolo, ils cheminent vers Ajaccio.
Exténués, les membres du groupe de réfugiés parlent même de se rendre. Mais Laetitia s'y opposera farouchement. Elle préférerait donner naissance à son deuxième enfant, là, plutôt que d'abandonner la lutte. Mais un groupe d'officiers français, à leur poursuite, arrivera à négocier avec Charles. Il acceptera les conditions honorables de leur reddition. La famille Bonaparte, c'est-à-dire Charles, Laetitia et Joseph, qui est né donc à Corté, rentre donc à Ajaccio par la vallée du Niolo et donc par la côte donc jusqu'à Ajaccio. D'ailleurs, il y a là un épisode assez fameux, alors qui est rattaché à l'histoire de Napoléon Bonaparte, puisque en traversant donc la rivière du Liamone, donc un petit peu au nord d'Ajaccio, donc il s'en est fallu de peu que Laetitia soit emportée par les eaux. Et donc que Bonaparte ne laisse pas, puisqu'elle était enceinte donc, de Napoléon Bonaparte, qui naîtra donc, en août 69 donc, à Ajaccio. Ajaccio. Tout le monde rentre à la maison, l'administration française s'installe. Charles retrouve la maison familiale et va s'employer à faire fructifier ses affaires et à se mettre au service de la France. Au fond, la Corse n'a jamais été indépendante. Même sous le gouvernement de Pascal Paoli, la Corse a toujours dû se trouver des protecteurs. Eh bien, d'une certaine manière, les grandes familles corses de l'époque sont dans la même situation. Mais ces grandes familles servent des puissants. La famille Bonaparte a servi Pascal Paoli en partageant ses idéaux, mais en attendant en contrepartie un retour. Et donc Charles Bonaparte raisonne aussi en ces termes-là. La France, j'ai servi Pascal Paoli, maintenant je m'occupe de mes intérêts, des intérêts de ma famille, et donc je sers le gouvernement le plus fort de l'époque, qui est le gouvernement français, dans lequel, à l'évidence, j'ai pour moi et pour les miens des possibilités de promotion. Et l'histoire ne lui donnera pas tort. En cette fin d'année 1769, la Corse est devenue définitivement française. Mais c'est une région entière à pacifier, une organisation à mettre en place. Le régime de Pascal Paoli, très moderne et très apprécié dans l'île, a définitivement disparu. Et les Corses doivent maintenant s'accommoder d'une toute autre autorité, celle de la monarchie. À Ajaccio, Charles n'a pas perdu son temps. Il est déjà au travail. À partir du mois de septembre 1769, son nom figure déjà sur le registre de la cour provinciale. Ce travail est peu rémunéré. La plupart des habitants d'Ajaccio vivent dans la pauvreté. Charles est sollicité comme avocat pour des causes peu rémunératrices. L'université de Corté, fermée par la guerre, ne lui a pas permis de valider un diplôme de droit qui lui ouvrirait la porte du palais de justice. Pour obtenir des postes plus importants, Charles doit posséder son doctorat en droit. Il décide alors de se rendre à l'université de Pise dans l'espoir d'obtenir son diplôme ou au moins valider ses études. Charles n'a rien terminé. Il n'a terminé aucune étude, effectivement. Il a été à Rome. À Rome, il est resté 1 an au maximum. Ensuite, il a été dans l'environnement de Paoli, vraisemblablement aussi de l'université. Les diplômes de l'université de Corse n'ont pas cours. Donc il n'a rien. Il n'a rien. Il veut faire homme de loi, on retrouve là des positions traditionnelles qu'on rencontre dans sa famille. Il y a eu plusieurs hommes de loi. Donc il veut jouer ce rôle-là. Il va à Pise. Il obtient un diplôme. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Je le signale quand même. Après, élément supplémentaire, il rentre dans une administration qui est une administration importante. On passe du système génois où l'administration était très légère au système français, ça n'a absolument rien à voir. C'est pareil pour les soldats, 5000 soldats génois, 20 000 soldats français, c'est pas la même chose. En 1770, la Corse est administrée par le comte Marbeuf, réputé comme un homme doux et populaire dans l'île.
Marbeuf a suivi toute l'ascension de Pascal Paoli. Il a d'ailleurs souvent débattu avec le général sur l'organisation et l'avenir de l'île. Charles trouvera en lui un protecteur inattendu. Marbeuf est un monsieur relativement âgé, c'est un gouverneur, c'est un militaire de haut rang, c'est un officier général, et donc Carlo montre une habileté extraordinaire. Il est né en 46, Marbeuf est né en 1711 ou 1712, et il se place évidemment dans les petits papiers de Marbeuf, comme il s'était placé dans les petits papiers de Paoli à Corté. Donc il y a là une grande habileté politique de se mettre avec le représentant du roi qui est le seul à pouvoir dispenser les grâces, c'est-à-dire l'admission de ses fils à Autun, l'admission de ses fils au collège de Brienne. Marbeuf aura des relations suivies avec Charles. On dit également que le comte n'était pas insensible au charme et à la beauté rayonnante de Laetitia Bonaparte. Dans le but d'apaiser le climat politique en Corse, un édit royal de 1770 permet à plus de 80 familles de reconnaître leur titre de noblesse. Les Bonaparte sont une famille de noblesse corse typique. C'est une famille de notables ajacciens qui ont rempli des charges municipales, des charges de justice pendant à peu près 2 siècles et demi. Et donc les familles, à peu près une centaine, qui sont reconnues nobles, comme la famille des Bonaparte en 71, et donc on a beaucoup de familles corses qui auraient pu être maintenues nobles, mais qui, étant paolistes, ne l'ont pas été. Dans la France de l'Ancien Régime, la noblesse est un sésame nécessaire pour que les enfants puissent faire leurs études dans les écoles royales. Sur intervention de Marbeuf en 1771, Charles devient assesseur au palais de justice. Cette charge signifie pour Charles des avantages considérables, non seulement de l'autorité et un prestige social, mais également un revenu fixe de 1200 livres. Cette nouvelle situation est précieuse pour la famille. C'est également sur intervention de Marbeuf que Charles peut enfin récupérer la totalité de la maison Bonaparte. Les places sont dures à avoir et il faut avoir effectivement être le poulain d'eux, avoir un soutien qui est un soutien important derrière soi. Il ne faut pas imaginer que ça fonctionne que dans un sens. Ça fonctionne dans les deux sens. Évidemment, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui se passent pour que reviennent aux oreilles du souverain, que tout se passe bien en Corse, etc. Et que son gouverneur, c'est un bon choix. À présent, soucieux de l'avenir de la famille et nanti de son titre de noblesse, Charles se présentera aux élections des 5 nobles qui doivent représenter Ajaccio à l'Assemblée des États corses. Là encore, il fallut l'intervention de Marbeuf pour gagner cette élection. À partir de 1772, Charles Bonaparte connaîtra une carrière politique en Corse. Il sera élu donc en 72 à l'Assemblée de Corse, puis il fera partie des 12 nobles qui conseillent le gouverneur de Corse et il sera réélu en 77. Mais il faut dire que ces élections sont puissamment aidées par le gouverneur Marbeuf, puisqu'en 72, celui-ci met son veto à la liste qui avait été élue, qui lui permet évidemment de mettre Charles Bonaparte, et à l'élection de 77, il fera tout pour que les voix de la famille Pozzo di Borgo se portent sur Charles Bonaparte, assurant d'ailleurs l'élection d'un Pozzo di Borgo dans un autre collège que le collège des nobles. Ces dernières années avaient appris à Charles à dépenser peu et à bien gérer ses avoirs. Si parfois il faisait des dépenses spectaculaires comme les travaux de la maison Bonaparte, il savait bien les avantages qu'il pourrait en tirer lorsqu'il recevrait des personnes de marque. Nous sommes en 1777, Joseph a 10 ans et Napoléon 8.
La famille s'est agrandie en 1775 avec la naissance de Lucien et Élisa vient de naître. Les jésuites qui dispensaient l'enseignement scolaire ont été chassés de Corse et beaucoup de familles doivent se résoudre à préparer le départ de leurs enfants vers le continent pour la scolarité. Le soutien que la famille apporte donc à la monarchie se monnaie par l'éducation des enfants, dans le seul moyen de promotion sociale qui existait alors, qui étaient les écoles de guerre, et donc les écoles destinées à former des officiers qui deviendront donc officiers du roi. C'était le moyen principal, on peut dire, de promotion pour les familles d'extraction modeste ou de petite noblesse. Bien. Et le deuxième moyen, c'est effectivement l'extension de ces biens à Ajaccio. Charles entreprend de remettre en exploitation les terres et l'étang des Salines qu'il souhaite assécher dans le but de diminuer sensiblement le côté insalubre de cette partie d'Ajaccio. L'administration française lui concédera alors 6 000 livres. Sur les hauteurs d'Ajaccio, les Milelli, une grande propriété, est à l'abandon après le départ des Jésuites. Charles, en juriste avisé, fait valoir ses droits sur la propriété. Carlo Bonaparte est un homme qui est avant tout un mari et un père responsable. On est ici au Milelli et cette propriété lui revenait. Elle lui revenait en fonction d'un testament que Napoléon a supprimé dans le Code civil de Portalis, c'est-à-dire les successions substituées. Sous l'Ancien Régime, un individu léguait, l'ancêtre Odone de Carlo, léguait ses biens soit à un enfant, soit à un autre. L'ancêtre Odone dit « Je lègue toute ma fortune à mon fils Odone et ma fortune restera dans cette famille tant qu'il y aura des mâles. Et puis, le jour où il n'y aura plus de mâles, ce seront les descendants de ma fille, Virginie, qui hériteront de ma fortune. » Donc 1 siècle et demi passe. Au bout d'1 siècle et demi, il n'y a plus de mâles dans la descendance Odone. Et Carlo Bonaparte, qui est un juriste, qui va passer son doctorat en droit à Pise, dit « Puisque mes cousins Odone sont éteints dans les mâles, la succession de mon arrière-grand-mère Odone revient à qui? À moi. » Le malheureux Carlo n'a jamais vu cette propriété des Milelli, puisqu'il est mort en 85, mais Laetitia, très farouchement, a défendu l'idée de son mari et elle a obtenu en compensation cette propriété des Milelli qui était légitime. Charles est un député de la noblesse et doit se rendre à Versailles pour présenter au roi le cahier des doléances. Une circulaire royale de 1776 avait précisé que des bourses pouvaient être accordées à des fils d'officiers de l'armée française, héritiers de 4 générations de noblesse et pauvres ou indigents. Ne remplissant pas toutes ces conditions, Charles s'adressera évidemment au comte Marbeuf. Le dossier fut transmis directement au ministre de la Guerre, le nom de Marbeuf fit le reste. Les bourses acceptées, Charles pourra donc profiter de son voyage vers Paris pour accompagner ses fils à Autun. C'est l'occasion du premier voyage de Joseph et Napoléon vers l'école. Pourquoi Autun ? Parce qu'un cousin de Marbeuf donc, est évêque d'Autun, donc il a recommandé ses fils Bonaparte donc, à Autun. Et donc Joseph y restera et quelques mois après, donc Napoléon partira lui pour Brienne et poursuivre une école militaire. Donc il dépose ses fils, il va donc à Paris où il est reçu à Versailles par le roi et il vient plaider donc, dans les ministères ces différents dossiers et en particulier le dossier des Salines. Donc on voit bien que les choses s'entremêlent. Le destin personnel, le destin de la famille, le destin politique, rencontrer le roi et le développement de ses affaires. Nous sommes là vraiment au cœur des motivations de Charles Bonaparte. Le principal problème de Charles, c'est la reconnaissance de la noblesse. En effet, le statut de noble doit être homologué par les services du roi. Il doit compléter les formalités pour faire entrer Napoléon au collège militaire. Le juge d'armes d'Osier de Sérigny est chargé de réceptionner et valider les documents.
c'est pour régulariser en fait l'inscription de Napoléon Bonaparte à l'école de Brienne qu'il fait reconnaître ses titres de noblesse. C'est à ce moment-là donc, que Charles Bonaparte intervient donc, auprès de la cour à Versailles pour régulariser son titre. Et c'est par la recommandation de Marbeuf auprès du ministre de la Guerre que, en quelque sorte, par anticipation, Napoléon Bonaparte a été accepté donc, à Brienne. L'année 1780 est marquée par la naissance de Pauline. En 1781, Charles est à nouveau réélu député et à la clôture de la séance sera élu parmi les nobles 12. Les nobles 12 doivent veiller sur les zones qui leur sont attribuées au bon état des routes et des ponts et de pourchasser les bandits. À ce titre, ils sont exemptés d'impôts et disposent du port d'armes. En mai 1782, c'est la naissance de Caroline et le début de l'affaire des mûriers. Charles obtient enfin un contrat pour créer une pépinière de mûriers. Il s'engage à planter 100 000 pieds en 15 ans et à partir de la 5e année, à en faire donner 10 000 pour être distribués à des agriculteurs. Il s'agit d'un vaste programme de l'État pour établir en Corse une industrie de la soie. Ce qui sera d'ailleurs l'occasion d'un déboire financier qui a failli le conduire à la ruine. Malheureusement, ces mûriers n'étaient pas conçus pour le climat corse, et donc il n'a jamais pu trouver une rentabilité suffisante pour rembourser ses emprunts. Et donc il a persisté plusieurs années de suite à replanter ces mûriers qui ne donnaient pas donc les productions attendues, et donc ils ne parvenaient pas à rembourser l'emprunt. Et donc ils finissent par solder ce contentieux avec Marbeuf, mais au prix de grandes difficultés. Et il a failli y perdre toute sa fortune. Charles souffre de plus en plus de fréquentes douleurs à l'estomac. Il partira avec Laetitia pour faire une cure à la station thermale de Bourbonne-les-Bains, en Champagne. L'éducation des enfants est toujours le souci majeur. Charles et Laetitia visitent l'école militaire de Brienne. Ils apprennent que Napoléon est brillant et se distingue en mathématiques. Charles sollicitera une place pour Lucien, qui a déjà 7 ans. À Autun, le principal du collège fait l'éloge de Joseph, qui vient de recevoir plusieurs prix pour ses études dans les humanités. En 1782, la propriété des Salines est dans une situation dramatique. Le dessèchement incomplet du Marais n'a pas écarté le danger mortel des fièvres. La malaria est courante dans ces lieux au XVIIIe siècle. Les plantations ne donnent rien, c'est un échec, et Charles est inquiet, les sacrifices financiers sont importants. L'oncle Lucien et Laetitia se plaignent que Charles dilapide la fortune familiale. Nous sommes en 1784. Charles doit accompagner sa fille Élisa au pensionnat de Saint-Cyr. Lucien doit quitter le collège d'Autun pour aller à Brienne. Pour Lucien, il faut à nouveau obtenir une bourse afin de succéder à Napoléon. Il s'agit de les faire intégrer des écoles qui ne sont pas les écoles les plus prestigieuses, évidemment, de la France d'Ancien Régime, mais qui sont des écoles militaires où, effectivement, on peut acquérir des postes qui sont dévolus désormais à la noblesse. À partir de 1778, toutes les places de capitaine, par exemple en France, le capitaine et au-dessus, ne pourront être données qu'à des militaires d'origine noble, d'extraction noble. Là, on se rend compte qu'il a parfaitement combiné les choses. C'est le retour pour Ajaccio avec Joseph, qui ne veut plus poursuivre des études militaires. Charles est fatigué de ce voyage, il souffre de plus en plus de l'estomac, de nausées et de vomissements. Grâce à l'intervention de Napoléon, Joseph est admis, malgré lui, à Brienne. Le 15 novembre 1784, Laetitia donne naissance à Jérôme, leur 8e enfant, et en janvier 1785, Charles entreprend le voyage vers Brienne avec Joseph. Forcé par la tempête d'accoster à Saint-Tropez, Charles est souffrant. Devant l'état alarmant de Charles, le frère de Laetitia, Joseph Fesch, lui conseille alors d'aller jusqu'à Montpellier, où le corps médical jouit d'une grande réputation. Entouré de médecins, de son fils aîné et de Joseph Fesch, Charles s'éteindra dans la paix le 24 février 1785. Malheureusement pour lui,
il ne verra pas la suite des événements, parce que la suite des événements est alors là véritablement extraordinaire. Lorsque je prends la liste des enfants de Bonaparte et que je regarde ce qu'ils sont devenus, on ne peut penser qu'à l'extraordinaire. Lui-même plutôt ordinaire, mais il devient extraordinaire par les enfants qu'il a eus. Napoléon aura le destin qu'on lui connaît. Joseph sera roi de Naples, puis roi d'Espagne. Lucien deviendra président du Conseil et sera prince de Canino. Louis sera roi de Hollande et père du futur Napoléon III. Jérôme sera roi de Westphalie. Élisa sera princesse de Piombino et grande duchesse de Toscane. Pauline portera les titres de princesse borghese, duchesse de Guastalla. Caroline sera duchesse de Bergue et reine de Naples. Charles avait bien préparé leur avenir. Au fond, le XVIIIe siècle, c'est le début de la réussite individuelle. On cesse d'appartenir à des classes sociales, on cesse d'appartenir à des groupes sociaux, de réussir ou de ne pas réussir en fonction de sa naissance, pour réussir en fonction de son action. Charles Bonaparte l'a démontré dans sa vie, et bien entendu, ses fils seront pétris de ces principes. On connaît un peu le caractère de Napoléon Bonaparte. C'est un homme d'une détermination et d'une volonté absolument extraordinaire. Et ça, il l'a reçu du regard que Charles Bonaparte portait sur lui-même et sur la trajectoire qu'il se donnait à lui-même. Et que Napoléon donc se donnera dans un contexte avec une puissance évidemment bien supérieure.